Bonjour à tous et merci d'être là et merci d'avoir choisi de poursuivre ces entretiens qui ne sont pas évidents. Il est vrai que la science n'est pas quelque chose qui est donné à tous, donné à tout le monde. Par exemple, la philosophie, c'est d'abord et avant tout une science ésotérique, c'est-à-dire une science des initiés. Donc, il faut d'abord être initié pour prétendre comprendre, évidemment, ces choses, pour comprendre lorsqu'il s'agit d'une analyse purement philosophique. Car la philosophie s'occupe des choses qui sont au-delà des choses essentielles, c'est-à-dire des choses qui sont parfois au-delà de la réalité telle que nous la percevons, telle que nous la jugeons, donc c'est-à-dire des choses qui tiennent au jugement de valeur, à l'appréciation même des choses, à la manière. Donc ce ne sont pas des choses qui sont perceptible par tout le monde, sauf si les personnes ou les sujets s'engagent dans une démarche qui consiste à chercher à comprendre ces choses, à s'intéresser à la philosophie. Donc, il faut avoir de l'intérêt philosophique pour comprendre ce que dit une analyse philosophique. Voilà. Donc, nous voici maintenant aujourd'hui à aborder la question de la pensée. Et pour rappel, cet entretien, il est le troisième dans la série des entretiens que nous avons prévu à vous présenter au sujet de notre thèse doctorale avec l'Université française et parisienne de la Sorbonne. Cette thèse s'appelle « Le mythe de la vérité ». Le mythe de la vérité est cette thèse que j'ai présentée et portant sur la vérité et dans la perspective de la pensée de Wittgenstein et partant de la question du monde. Donc, je suis parti de la question du monde pour déboucher sur une réflexion sur la vérité. Voilà, et dans ce parcours, nous avions, pour rappel, parce que c'est important, nous avions prévu de présenter chaque chapitre après chapitre dans chacun de nos entretiens. Et là, nous en sommes au troisième. Cela veut dire que nous avons présenté premièrement un entretien sur la question du monde, un autre sur la question du langage. Et maintenant, nous voici dans un entretien autour de la question de la pensée. Qu'est-ce que c'est que la pensée? En tout cas, c'est la question que nous allons soulever et à laquelle nous allons essayer de répondre conformément à ce que nous avons présenté dans notre travail, le mythe de la vérité. Donc après cet entretien, il y aura un autre qui va porter sur la question de la vérité. Tout cela, c'est aussi pour montrer comment se prépare un travail scientifique, comment se structure une thèse, un travail scientifique, un livre. Ce sont des parties. Les parties sont comme des appartements. C'est comme la construction d'une maison. Il y a la fondation, il y a les murs qui séparent, qui élèvent, les murs d'élévation, il y a les murs qui séparent, il y a les chambres à niveau, puis il y a la toiture. C'est pareil. Ici, vous avez la problématique du monde, et puis vient la problématique du langage, et puis vient la problématique de la pensée, et après viendra la problématique de la vérité. Comme pour dire que lorsque vous soulevez la question de la vérité, il y a un préalable à respecter, un préalable à poser, qui est toute cette réflexion que nous sommes en train de mener à travers ces problématiques abordées, c'est-à-dire, dans le cas de mon travail en tout cas, c'est-à-dire la question du monde, la question du langage, et puis la question de la pensée. Bien. Alors, une fois que nous avons souligné cela, je pense qu'il est important de nous résumer en fait jusqu'ici. C'est-à-dire que si notre problème dans ce travail a été l'analyse de la question de la vérité, partant de la question du monde, ce que nous avons dit sur le monde, c'est que le monde était d'abord une réalité ontologique, et par ontologie, ce qu'il fallait entendre, c'est la possibilité des choses en tant que telles, pas les choses telles qu'elles sont déjà réelles ou elles sont déjà apparues, elles les adviennent dans l'espace logique, mais la possibilité des choses en tant que telles. Et cette possibilité des choses, c'est la cause première de l'existence des choses après.
Et le monde en tant que réalité ontologique, le monde est une structure. Et cette structure ontologique, elle consistait à faire en sorte que les choses se présentent de manière logique, de manière structurée. Nous avons souligné que c'est parce que les choses sont structurées qu'elles sont en même temps compréhensibles, saisissables, appréhendables. Et voilà. Et la structure des choses, nous l'avons appelée les faits. En fait, c'est une structuration des choses avec comme visée la signifiance, en fait. Lorsqu'il y a, il y a un fait, il y a une situation, eh bien, il y a nécessairement possibilité de compréhension de cette situation. Car la structuration des choses, elle ne peut être que faite de manière logique. Et donc, les faits sont structurés par des objets, et puis nous avons vu que en réalité, le monde et surtout la manière dont nous appréhendons les faits, qui pouvaient varier d'une personne à une autre, d'une culture à une autre, d'une nation à une autre. Et que notre manière d'appréhender les choses, c'est celle-là qu'il fallait travailler pour pouvoir voir le monde comme veut. Donc, je vois le monde dont je suis, dont j'ai la manière, en fait, du monde qui conforme à la manière dont je la vois. Et ça, c'est la problématique la question de la notion qui va nous accompagner tout au long des entretiens, en fait, jusqu'à ce que nous aurons à aborder, enfin, le problème de la vérité. Donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on s'est dit qu'il y a en réalité, il fallait alors se pencher plutôt sur la manière pour comprendre le monde. Donc, le monde ne peut être compréhensible au final qu'à partir du moment où nous partons d'une certaine manière. Et selon les manières, nous pouvons avoir des mondes différents, même face à la même réalité, de manière de lecture différente, de manière de percevoir les choses différentes, les manières et d'où l'origine d'ailleurs, le sens, la racine de la diversité dans tous les domaines. C'est parce que justement chaque subjectivité peut faire l'objet d'une certaine manière particulière de voir les choses. Et alors de là, nous avons dans l'autre entretien et nous avons parlé du langage et nous avons parlé de cet outil qui permet justement d'interpréter le monde, d'accéder à la réalité et que voilà, sans langage, nous ne pouvons rien connaître du monde, nous ne pouvons rien comprendre de la situation du monde. Pourquoi? Tout simplement parce que le langage est le seul accès à la réalité, au monde, le seul lieu de manifestation, de description du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de description du monde qui puisse se faire en dehors du langage. Car seul le langage nous permet de comprendre et même d'être le monde. Et d'ailleurs, vers la fin, nous avons souligné que le langage n'était autre, et ça c'était ma définition propre en tant que philosophe, c'est-à-dire que le langage n'était propre que le monde lui-même tel qu'il se laisse décrire à travers les mots, tel qu'il se laisse verbaliser. C'est la dimension vivante et verbale du monde. Maintenant, on a répondu aussi, nous avons répondu aussi à la question de savoir qu'est-ce qui, dans le langage, permettait une telle description, et c'est-à-dire quel est le mécanisme du langage en tant que tel. Eh bien, par rapport à cette question, notre réponse était de dire que le mécanisme du langage est possible parce que les mots dont le langage est l'ensemble, et les mots et les propositions, bien sûr, sont en lien avec les choses. C'est-à-dire que de la même manière que la proposition est en lien avec une situation donnée, avec un fait, il peut y avoir une proposition sans fait, les mots sont aussi en lien avec les choses, dans la mesure où chaque mot renvoyait nécessairement à une chose précise, à un objet bien déterminé. Et que, par conséquent, tout langage ou toute proposition qui ne renvoyait pas à une réalité concrète serait tout simplement, selon Wittgenstein, voué au silence, c'est-à-dire c'est simplement non-sens. Voilà. Donc maintenant, comme pour le langage, comme pour le monde, on s'était dit que le monde que nous voyons, c'était au final le monde de nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes, notre propre subjectivité. Sur le langage, pareil, et c'est-à-dire que le sens que je donne aux mots, le sens, en fait, a quelque chose à voir avec ma propre subjectivité, ma propre personnalité. C'est-à-dire le choix
du mot, parce que nous parlons du langage, c'est-à-dire la manière dont nous faisons usage des mots, eh bien, le langage est en fait l'expression de moi-même, de mon moi. Le choix des mots, mon style de parole, mon discours, en fait, c'est mon identité en même temps. Et ceux qui veulent développer cette notion, vous allez taper ou chercher dans les bibliothèques le linguiste Georges Kleber qui développe dans les années depuis des années 80 ce qu'on appellera la linguistique de l'énonciation, c'est-à-dire qu'il y avait dans tout langage, dans la manière de faire le choix et usage des choses, une certaine dimension subjective qui s'y laisse. Jocelyn Benoît aussi a publié un article intitulé La subjectivité dans le langage, et vous pouvez voir aussi cette dimension. C'est Sandra Logier, qui est professeur de Paris 1 Sorbonne, qui se trouve être la directrice de ma thèse, elle aussi dans le sens de l'usage. On parle aussi de la dimension anthropologique et subjective dans le langage, c'est-à-dire dans le fait de faire langage. Ok, une fois que l'on a dit ça, donc on se dit que mon langage, c'est moi, je suis mon langage, tout comme je suis mon monde, et on va parler maintenant de la pensée. Vous voyez comme quoi, il y a toujours un parcours à garder pour aborder la question de la pensée. Là, on est au 3e niveau. On a un niveau un peu plus élevé que le niveau que nous avons abordé jusqu'ici. Mais c'est quoi la pensée? Alors, la question, la réponse que nous pouvons donner à une telle question, c'est d'abord de dire la pensée résultait du langage tel qu'il décrit la réalité. Donc, il n'y a pas de pensée sans réalité. Nous pensons parce il existe des choses, parce qu'il existe des situations qui poussent à penser. En fait, nous pensons parce que la situation, le monde nous interpelle. Il existe comme une certaine interpellation à la pensée. Voilà pourquoi il est toujours important de l'étonnement d'ailleurs. Quand en philosophie, nous parlons de l'étonnement comme étant la cause même de la philosophie, de la pensée, du raisonnement. Donc l'homme qui s'étonne commence à se poser des questions, se met sur la voie de la pensée, sur la voie du raisonnement, sur la voie des interrogations, sur la voie de la recherche de justification. C'est ça. Donc nous pensons non pas parce que nous voulons penser, nous pensons parce que la réalité nous l'oblige. Le monde nous l'oblige, le langage nous l'oblige. Nous ne pouvons pas vivre sans penser. Nous ne pouvons pas vivre des situations sans s'interroger. Et si vous voyez quelqu'un qui est là, qui ne s'interroge sur rien qui se passe dans son entour, il faut se poser des questions. Il faut lui demander de cultiver un peu d'étonnement. Parce que l'étonnement, c'est très important. Voilà, une subjectivité accomplie s'interroge. Et le philosophe est, je ne dis pas le mieux placé, mais est le plus célèbre sur l'étonnement. À chaque moment, la machine de l'étonnement dans la tête du philosophe ne cesse de tourner, ne cesse d'être en activité. Car, eh bien, ce qui fait la particularité du philosophe et même de tout homme scientifique sérieux, c'est que là, nous n'avons pas encore la réponse dernière. Donc, la vérité ou les choses telles qu'elles nous apparaissent, elles peuvent être fausses. Hein. Ça n'a que l'idée que nous avons des choses peut ne pas être la situation des choses telles qu'elles sont. Donc, le philosophe est toujours en alerte. Il est toujours en alerte face à la réalité. C'est un peu le guetteur, le guetteur de la vérité, du sens. Un peu voilà, il est là pour regarder où allons-nous, d'où venons-nous, où sommes-nous, que nous est-il permis d'espérer. Hein, ce sont les questions kantiennes. Kant qui pose ces 4 questions. Et bien justement, ces 4 questions résument l'activité existentielle même de tout homme avéré et avisé. Donc voilà, nous pensons parce que la réalité existe, nous pensons parce que le monde existe. Et il y a Leibniz, le philosophe Leibniz, qui a posé la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien d'écouter? Il y a quelque chose parce qu'il y a quelque chose. Et parce que ce quelque chose existe, l'homme pense. Mais ce que nous cherchons ici, c'est la manière dont il pense. C'est ce qu'il faut montrer, ce qui est
Mais déjà, de justifier l'activité de la pensée en tant que telle, c'est une chose. C'est une chose. Alors, René Descartes, qui a été l'un des grands philosophes français qui sur la question de la pensée ou de la vérité, parce que je considère toujours René Descartes, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jacques Bouvresse, Sandra Loger, pourquoi pas moi-même avec mon petit, moi-même un jour, avec ceux qui commencent dans mes travaux, comme étant des moments de réflexion sur la pensée très, très, très profond. René Descartes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je pense, donc je suis. Ah, et là, une phrase qui peut paraître tout à fait banale pour ceux qui ne sont pas. Donc, je pense, cartésien, le cogito, ergo sum, je pense, donc je suis, et toute une philosophie, toute une manière d'exister, et la justification de la subjectivité, le rôle de la subjectivité, et de sa, et sa manière de se déployer, sa manière d'exister qui est là. Mais là, il faut expliquer. Je pense, donc je suis, d'abord, le je. C'est qui? C'est moi. Alors, pour Descartes, nous pouvons douter de tout. Et la pensée, d'ailleurs, elle est faite pour ça. L'homme qui pense ne cesse de remettre en question, je viens de le dire, de remettre en question tout ce qui peut l'être, tout ce qui l'entoure, les croyances, les connaissances, le savoir, les informations qu'il reçoit, ce qu'il perçoit. Donc l'homme pensant remet incessamment en question les choses. Ça, c'est la catégorie première du sujet pensant. Donc, je pense, donc je suis, chez Descartes, si je peux remettre en question tout ce qui existe, il y a une seule chose qui demeure évidente, eh bien, cette chose-là, c'est le fait que je pense. C'est le fait que je suis capable de doute. Le doute lui-même. Penser, c'est être capable de douter. L'homme qui ne doute pas ne pense pas. L'homme qui ne remet rien en question ne pense pas. Vous êtes dans une réunion, vous êtes dans une association, vous êtes, il y a des personnes qui sont là tout le temps, oui, d'accord sur tout. Il y a un problème de niveau de réflexion, de projection. C'est soit, ce sont des personnes qui ont peur, la peur de l'autorité, la peur de la contradiction, la peur certaines hostilités, mais soit, c'est des personnes qui ne pensent pas, c'est des personnes qui ne portent pas une vision. Donc, je pense, donc je suis. Et ce qui veut dire que le jeu en tant que sujet, il est le seul qui a la possibilité de penser. Et lorsqu'on est un sujet, on ne doit que penser. En principe, on ne doit que penser. Voilà. C'est très important de penser et d'exprimer sa pensée. Ça devient une autre chose. Et penser, chez Descartes, c'est d'abord commencer par remettre en question ce qu'on a appris, remettre en question des idées reçues, des notions reçues, des croyances reçues, tout ce qui ne vient pas de moi, c'est-à-dire tout ce que j'ai appris, je le remets en question pour construire ma propre subjectivité, pour construire mon propre monde. Pour construire mon propre monde, celui où je suis à l'aise. Parce que nous avons dit que le monde était une question de manière, une question de subjectivité. Donc, je construis un monde, je suis né dans un monde reçu, je suis né dans un langage bien trouvé. Nous pouvons donc empêcher au sujet existant de penser. Et maintenant, lorsque nous avons affirmé ces choses, que il était nécessaire d'exister, enfin, que le sujet existant est capable de la penser, que la pensée était affaire de re-questionnement, de questionnement de la réalité qui nous interpelle à l'exercice. Maintenant, c'est quoi, comment ça se fait la pensée, qu'est-ce qui se passe, quel est le mécanisme de la pensée en tant que tel. En fait, j'ai présenté la pensée comme étant la structure logique
la pensée comme structure logique, c'est parler de la pensée comme étant l'image de la manière, de la structure du monde, l'image de la forme du langage, l'image de la manière dont nous faisons usage des mots. Nous ne pensons qu'à travers le langage. Donc, ma pensée est le reflet de ma conception du monde. Ma pensée est le reflet de la manière dont je fais usage du langage. Donc, à chaque registre, chaque manière de parler correspond une certaine pensée, une certaine manière de penser, une certaine moralité, une certaine intellectualité. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, si la pensée est à l'image de ma conception du monde, si la pensée est à l'image de ma conception du langage, à l'image de mon langage, qui est déjà structuré, donc ma pensée est structurée. Une pensée structurée est une pensée qui porte sur la réalité. Donc la pensée, elle doit porter sur la réalité, comme pour dire que ce que je dis est décrit à travers le langage et la pensée n'est donc tout autre que l'expression de mon monde, que l'expression du monde. Nous avons parlé du langage comme lieu de description du monde. Le langage est le mécanisme de description du monde, la description verbale, tandis que la pensée est l'expression du monde en tant que tel, et laquelle passe par la description, évidemment, d'où le lien de la pensée au langage. Nous ne pouvons pas penser en dehors du langage. Et mon langage me prépare déjà à une certaine pensée. Ceux qui parlent français, ils ont une certaine manière de penser. Donc le langage que je reçois, le langage que j'apprends, n'est pas anodin. Il implique, il m'apporte une certaine manière d'exister, une certaine manière de penser. Et donc la pensée est à l'image de mon langage, l'image du monde, l'image de ma conception. Et c'est l'image du monde que j'exprime en tant que tel. Le contenu de ce que je dis, je décris, c'est ça la pensée. Mais la dimension tangible et phénoménale, événementielle de la pensée, c'est le langage. Et la dimension ontologique est possible des choses, de la pensée que j'exprime, eh bien, c'est le monde. Donc, ces trois structures sont en réalité, et c'est ce que j'ai souligné par ailleurs, les différences, les différents visages d'une même structure, en fait, les différents moments d'une même structure. Voilà. Et donc, parce que le monde est un ensemble, le langage est un ensemble, eh bien, la pensée devient, la pensée concerne la signifiance des choses en tant que telles, le sens des choses en tant que telles. C'est ça la pensée. Toute la problématique de l'interprétation et de l'expression, l'expliquer et le comprendre, cette problématique phénoménologique refait surface. Alors, chez les logiciens Frege et Russell, donc, nous l'avons souligné, on a pensé à la mise en place d'un langage qui serait un langage uniforme. Au modèle de l'hiéroglyphe est un langage figuratif et qui serait en même temps un langage imagé et mathématisable. Ce projet n'ayant plus de succès, Wittgenstein se rend compte qu'en fait, plutôt que de vouloir mettre en place un langage uniforme, il serait mieux de plutôt privilégier la notion du contexte et la notion d'usage. Mais le problème, c'est que même dans un même contexte, une signification peut tout à fait poser problème dans le sens où ce que veut dire et la signification, c'est ça le problème. C'est pas ce que dit forcément la personne, mais c'est ce que veut dire la personne. Et en logique, il peut y exister une frontière entre ce que dit la personne, ce qui est dit, et ce que la personne voulait dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, devient une toute autre question que qu'est-ce que je dis.
Voilà, qu'est-ce que je dis? Ben, je dis ce qui est compris, ce qui est entendu. Je dis ce qui est décrit. Wittgenstein lui-même, dans son Tractatus Logico-Philosophicus, il dit dans mon ouvrage, en fait, il y a deux dimensions. Mon ouvrage a deux dimensions. Il y a la dimension qui est décrite, c'est-à-dire l'ouvrage lui-même, les mots, mais aussi il y a la dimension qui n'est pas écrite, mais qui est tout à fait silencieuse et érotique, et c'est-à-dire tout ce que je n'ai pas pu décrire. C'est-à-dire lorsque nous disons, lorsque nous interprétons la réalité, une certaine dimension n'est pas descriptive, qu'elle est tout simplement silencieuse, mais fait partie de ce que nous disons et peut être saisie à partir au moins de ce que nous disons, de ce qui est dit. Nous saisissons ce qui n'est pas dit, ce que l'auteur veut dire, nous accédons à cette dimension-là, normalement à partir de ce qui est dit, au moins. Donc, parce qu'il s'agit, la signification, c'est aussi une question de ce qu'on veut dire, ce que l'auteur veut dire, eh bien, tout le problème devient de savoir ce que les gens disent nécessairement lorsqu'ils disent. Et le problème se pose, par exemple, une phrase qui illustre cela, c'est celle concernant la police. Par exemple, une phrase, la police est dans le coin de la rue, si c'est un touriste qui demande à quelqu'un, monsieur, où est le commissariat? Il dit, mais non, la police, c'est dans le coin de la rue, c'est vers là. Cette phrase a un autre sens que si c'est l'un des cambrioleurs qui, à un certain moment, dit à son copain, eh bien, la police est dans le coin de la rue. Et pourtant, vous avez la même phrase, mais prononcée par un touriste qui demande du renseignement. La phrase a une autre signification, mais en fait, la description, c'est la même. La police, c'est la police, et dans le coin de la rue. Mais prononcée par un touriste, cette phrase a une signification tout autre que prononcée par un cambrioleur, par exemple. Alors, parce que prononcée par un cambrioleur, la phrase veut dire, ben, on doit quitter, on doit vite partir. On est en danger. C'est ce que ça veut dire. On est en danger. Alors que la phrase en tant que telle ne veut pas dire qu'on est en danger, mais la pensée, la signification de la proposition devient une toute autre chose que celle-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, Wittgenstein, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'il propose? Il revient à la clarté. Il faut revenir à cette notion de la clarté. C'est-à-dire que lorsque nous parlons, lorsque nous tenons un discours, nous devons de le tenir de manière la plus claire possible. Et toute la polémique est maintenant autour de la notion de la clarté, c'est-à-dire que cela veut dire que de parler clairement. Est-ce que c'est beaucoup parler, comme je le fais, ou est-ce que c'est parler les mots? Alors les mots justes, que cela veut dire, un mot juste, dire les mots justes. Il me manque les mots justes pour décrire la situation. Beaucoup disent ça lors des événements, de certains événements, il me manque les mots justes. Ça veut dire que cela veut dire un mot juste. En fait, en réalité, tout mot est juste dans le contexte qui lui est juste. Eh bien, toute proposition est claire dans le contexte qui lui est clair. Mais maintenant, ce qui est demandé, c'est de faire en sorte que les mots que nous utilisons, qui peuvent avoir plusieurs sens, soient le plus adaptés pour être utilisés dans des contextes bien définis. Parce que les mots ont un sens. Et le sens des mots, c'est ce qui nous permet de saisir la pensée, de saisir ce que veut dire l'auteur, à travers un discours, à travers un livre, à travers... Donc, on propose la clarification, une clarification qui passe par la contextualisation et l'usage des mots adaptés. Je ne peux pas, et même, et ça ne résout pas. Il faut en plus des mots adaptés, du ton. Le ton est aussi décisif dans la compréhension, la saisie de ce que veut dire l'auteur, c'est-à-dire tout simplement sa pensée. Voilà, ce que je pense, et
à la fois ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Ce que je n'ai pas dit, et que vous avez là le devoir en tant qu'auteur, en tant que lecteur, d'aller chercher le sens, d'aller creuser, de faire un effort de creuser. Voilà pourquoi la lecture n'est pas seulement, lorsqu'on lit un livre, on ne s'arrête pas seulement à la littéralité du texte, mais il faut prendre l'ensemble. Il faut aussi prendre en compte l'histoire de l'auteur, son passé, le contexte dans lequel il a produit son œuvre, le but pour lequel il a produit donc son œuvre. Tout ça, c'est à prendre en compte pour comprendre une œuvre. Donc une œuvre n'est pas juste un élément isolé, détaillé, qu'on comprend, qu'on analyse de manière figée. Voilà. Non, c'est pas ça. Il faut voir l'ensemble. Alors c'est toujours complexe de comprendre ce que veut dire, ce que veut exprimer, c'est-à-dire de comprendre la pensée d'un auteur. Et c'est ça qui rend cette complexité. Maintenant, on nous demande aussi, parce qu'il y a aussi un problème de ce qu'on appelle en logique, les implications. Alors là, je parlais des implications conversationnelles, mais aussi des ambiguïtés de saturation indexicale. La saturation indexicale arrive lorsque, c'est-à-dire que je parle d'un mot dans un contexte où il signifie autre chose et autre chose. Et je laisse à l'auteur ou à celui qui m'entend le choix de choisir soit l'un, soit l'autre. Parce que ça, c'est la saturation, une saturation indexicale, indexée, désignée. On ne sait pas, est-ce que l'auteur voulait dire ça ou cela? Donc, c'est à vous de voir. Là, nous sommes, et c'est une difficulté, en fait. Donc, éviter de la saturation indexicale et éviter ça, c'est Grise qui propose ce chemin, éviter, et puis se pose aussi le problème ça s'appelle les noms propres et les noms communs. Lorsque nous utilisons les noms propres au lieu des noms communs, ou lorsque nous utilisons les noms communs au lieu des noms propres, ou lorsque nous utilisons des fonctions à la place des noms, parce que parfois dans le langage il existe au quiproquo, on va dire Monsieur le Président, ben, Monsieur le Président, on ne sait pas qui c'est, Monsieur le Président. Il faut le lecteur ou celui qui vous entend, l'interlocuteur doit savoir Monsieur le Président, ben à quelle époque, à quelle date, est-ce que ça c'est sous Macron, ou est-ce que c'est sous Chirac, ou est-ce que c'est sous Mobutu, ou c'est sous Kabila. Donc ça c'est l'index, c'est ça la saturation indexicale. Voilà, vous avez un exemple, voilà, un bon exemple sur la saturation indexicale. Vous êtes devant une saturation indexicale, je ne sais pas lequel, mais maintenant la personne va vous dire, mais tiens, mais il a dit ça en 2025, et donc c'est certainement le président Macron. Mais non, un ancien président peut être aussi désigné par Monsieur le Président. Lorsque Nicolas Sarkozy, même en 2025, est reçu sur un plateau, on l'accueille, les journalistes l'accueillent en tant que Monsieur le Président. On l'appelle Monsieur le Président. Donc la phrase Monsieur le Président ne peut employer comme nom pour désigner quelqu'un, crée de l'ambiguïté, de la saturation, et justement indexicale. Donc au lieu de dire Monsieur le Président, bah, vous dites Monsieur le Président Macron ou Monsieur Sarkozy ou Monsieur, voilà. Là c'est clair que il n'existe qu'un seul Macron, qu'un seul Sarkozy, qu'un seul Mobutu, voilà. Donc c'est un cas aussi de ce qui pose problème, de ce qui, lorsqu'on parle sur le plan de la logique, on devra éviter, parce que le travail auquel nous invite Wittgenstein, c'est de la clarification. Mais comment se fait la clarification? Eh bien, justement, c'est aussi d'éviter de la saturation lexicale en utilisant des mots, des noms propres à la place des noms propres, des noms communs à la place des noms communs. Mais l'autre, c'est lorsqu'il y a comment ça s'appelle ça? Lorsqu'un nom propre prend un nom de la place d'un nom commun ou d'une fonction, on appelle ça, quelle est l'expression claire? Parce qu'il faut que je donne
Oui, les antonomases, ok. Le phénomène d'antonomase, c'est aussi un problème. Pourquoi? Parce que, par exemple, la ville de Paris s'appelle Paris, nommé Paris comme nom propre. Mais la ville de Paris peut être désignée par plusieurs noms ou appellations. Ville lumière, ville amoureuse, je sais pas, ville première ville du monde, je sais pas, tout ce qu'on veut. Maintenant, lorsqu'on quitte des noms propres pour utiliser des des sobriquets ou des noms qui ne sont pas des noms, mais c'est des fonctions et des appréciations qu'on met à la place des noms, parce que ville lumière, toute ville peut s'appeler ville lumière. Lyon s'appelle aussi ville lumière. Hein, Lyon, la ville de Lyon. Alors, quand vous parlez de la ville lumière, on va se dire, est-ce que vous parlez de Paris, ou est-ce que vous parlez de Lyon, ou est-ce que vous parlez d'Amsterdam, ou est-ce que vous parlez de Kinshasa? Pourquoi pas? Donc, toute ville peut être une ville lumière. Donc, lorsqu'on évite ça, des antonomases mal placées, et justement, ça crée de la confusion dans la perception de la pensée en tant que telle. Mais maintenant, tout cela est à dire, à mettre dans un même paquet, qui est de dire que l'objectif de toute pensée, c'est, ok, c'est d'abord de dire, l'objectif de tout langage, c'est de montrer le monde, c'est de décrire le monde, décrire les situations telles qu'elles se déroulent. Il n'y a pas de langage oiseux et qui soit utile. Il n'y a pas de langage qui soit vide de sens et qui remplisse vraiment son rôle de langage. Le rôle de langage, dans sa nature même, est de montrer la réalité, d'exprimer les situations. Alors, lorsque nous parlons de la réalité, j'ai échangé avec mon frère bien-aimé Awaz Kungwa, qui est un grand phénoménologue africain basé au Canada et qui a même construit son école au Canada, qui est le Cercle Cadre, qui publie des ouvrages, qui publie des recensions, qui publie une pensée, qui a une révision de la pensée africaine dans son actualité. Ça veut dire la pensée africaine aujourd'hui, que la pensée africaine aujourd'hui sur des thématiques diverses. Monsieur Awazi, mon frère, disait, oui, non, lorsque vous parlez, et c'est la critique qu'on adresse aux positivistes, donc viennois, c'est justement le fait d'ignorer toutes ces réalités qui ne sont pas tangibles, mais qui sont vécues. Mais en fait, le problème du langage, ce n'est pas lorsque nous parlons de la réalité, nous ne parlons pas seulement de la matérialité des choses, qu'il existe des réalités qui ne sont pas forcément matérielles. Lorsque je suis souffrant, cela peut se voir par l'expression de mon visage ou le cri que je pousse, mais en réalité, la souffrance en tant que telle, je la vois pas. Et toute personne qui crie ou toute personne qui montre des signes de souffrance n'est pas forcément souffrante. Et celle qui crie fortement n'est pas plus fortement que d'autres. Écoutez, n'est pas forcément la plus souffrante que d'autres. C'est-à-dire que la souffrance en tant que telle, je ne peux la décrire, mais je ne peux que la sentir. Je ne peux que la vivre, en fait. Seuls ceux qui ont vécu la même souffrance que moi comprennent mieux ma souffrance lorsque je parle d'elle. C'est ça, en fait. Et le langage, le cri de la souffrance reste un signe pour dire qu'il y a là un problème. Mais il ne s'agit pas d'une description en tant que telle. Un autre exemple, le sentiment amoureux, tous les signes que nous pouvons représenter, nous pouvons essayer d'utiliser pour le représenter, ne suffit pas, les signes ne suffisent pas non plus pour décrire le sentiment de l'amour en tant que tel. Est-ce que, pour dire à quelqu'un que je l'aimais, c'est je suis attentif, ou est-ce que je lui fais des cadeaux, ou est-ce que je lui répète que je t'aime, ou est-ce que qu'est-ce que je fais, ou je me soumets à la personne, ou je m'adapte, mais non, mais il y a quelque chose de cet ordre aussi dans chaque attitude, mais l'attitude en tant que telle n'a rien à voir
avec la description du sentiment que l'on peut avoir, qu'il s'agisse d'un sentiment affectif ou désaffectif, ou tout simplement une souffrance. Ça ne peut pas, il n'y a aucun mot, il n'y a pas dans le langage le mécanisme qui permet de l'exprimer. D'où le conseil l'importance du conseil de l'auteur qui invite au silence, tout simplement, comme étant non pas un silence ignorant ou un silence, mais un silence étonnant, un silence qui se veut être le lieu d'expressivité d'une certaine dimension de la réalité dont les mots ne suffisent pas pour les décrire. Donc voilà. Maintenant, et la question justement, c'est la clarté. De la clarté sur dans la manière de faire usage des mots, de la clarté aussi dans la manière de tenir son discours. C'est-à-dire chaque contexte a un discours adapté, une manière de se présenter qui lui est adaptée. Nous verrons plus tard, lorsque nous parlerons de la vérité avec Michel Foucault, les quatre figures de la manière dont le sujet dit la vérité, surtout, et après avec Jacques Mouvresse qui parle de la vérité, nos vérités, est-ce que la vérité peut être dite ou pas, est-ce que la vérité sans vérité, une vérité avec vérité, enfin la connaissance sans vérité, la connaissance avec vérité, et nous verrons tout ça dans cette partie, et ça nous permettra de comprendre davantage ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire que la manière dont nous faisons usage des mots est décisive dans la saisie de la pensée que nous voulons, pas que nous décrivons, mais que nous exprimons, mais que nous voulons exprimer. Et tout le problème reste. Wittgenstein propose la clarification, qui passe par tout ce que je dis, éviter la saturation indexicale, éviter le sens, de trop quitter le sens conventionnel. Ça, c'est de la part de celui qui s'exprime. Et ne faire usage que des mots qui sont adaptés à des situations bien déterminées. Et puis, et tout ça, mais du côté de l'interlocuteur, de celui qui me lit, de celui qui m'écoute, qui me suit, eh bien, c'est la prise en compte de la situation globale dans laquelle l'œuvre a été produite, ou un discours, ou une phrase, une parole a été dite. Il y a, en philosophie de langage, on dit que une parole, un texte sorti de son contexte, Gadamer qui le dit par ailleurs, qu'un texte sorti de contexte devient prétexte. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une proposition, il ne suffit pas d'avoir un discours, mais encore faut-il prendre en compte le contexte dans lequel le discours a été prononcé pour comprendre qu'à la compréhension de la pensée, alors, d'un discours, d'un auteur ou de quelque chose, dépasse de loin les limites du texte, les limites de ce qui est dit. Car la pensée prend aussi la dimension, une certaine dimension silencieuse, une certaine dimension purement éthique que l'auteur n'a pas pu décrire et qui n'est pas descriptible par les mots, mais qui est tout simplement silencieuse et qui suit ce qui a été dit comme un prolongement, comme une espèce de contemplation qui est prolongée. Et c'est lorsque nous dépassons nous entrons dans une forme de contemplation et d'adoration, si on peut le dire, même oser le dire, du contexte, que nous réalisons au final ce que l'auteur voulait effectivement dire à travers son discours, il faut voir l'époque, les enjeux, les enjeux. Par exemple, aujourd'hui, tous les discours qui sont tenus, que ce soit en Europe ou en Ukraine ou en Russie ou aux États-Unis, sont à prendre dans le contexte géopolitique actuel, qui est un contexte de guerre, qui est un contexte de belligérance, et qui est un contexte aussi du risque même d'une guerre totale, risque donc de la disparition même de l'humanité. Et voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre chaque discours, chaque posture, chaque mot,
Et en dehors de ce contexte, c'est-à-dire que lorsqu'on aura traversé et résolu le problème, les discours qui sont prononcés aujourd'hui, prononcés dans ce contexte-là, auront tout à fait une signification tout à fait différente, même si ils restent les mêmes. Voilà. Et donc, la clarité, la clarification à travers l'usage, à travers les mots, la problématique reste de savoir, mais comment je sais effectivement que c'est la juste interprétation ou c'est la juste signification? Eh bien, c'est la question qu'on va développer dans la partie qui va suivre sur la vérité, parce que là, au moins, la question de la juste interprétation correspond bien avec la question de savoir si la proposition est vraie ou fausse. La question de la vérité devient justement... Et voilà donc, lorsque une pensée n'est pas comprise, lorsque une pensée n'est pas bien saisie, eh bien, il ne s'agit pas seulement de la faute, enfin, de l'autre, de celui qui parle. Lorsqu'il y a saisie juste de la pensée, eh bien, deux partenaires doivent rentrer en jeu. Il y a celui qui exprime la pensée et il y a aussi celui qui reçoit et qui interprète la pensée. Donc, lorsqu'il y a échec de saisie de la pensée, en général, on dit l'auteur n'a pas été en mesure de le dire. Oui, mais il peut s'agir d'une incapacité de l'auteur à pouvoir s'exprimer et transmettre sa pensée, mais il peut s'agir aussi d'une incapacité de l'interprète, de l'interlocuteur à être en mesure de prendre en compte toute cette complexité-là, de comprendre tous ces rouages, d'entendre le rouage et comprendre ce dont il était question dans un discours. Donc, la responsabilité est double. La responsabilité est double, parce que toute compréhension se fait à deux, hein. La compréhension, elle se fait à deux. Il n'y a pas de compréhension qui se fait seule. Je me comprends moi-même, mais lorsque je me dis que je me comprenais moi-même, il y a là une duplication du sujet. J'essaie de prendre la distance vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma pensée, et je me comprends comme si j'étais un autre, comme si j'étais une autre entité à moi-même. Mais en réalité, la compréhension est toujours l'aboutissement d'un jeu à deux. Et nous verrons bien dans l'entretien qui va suivre sur la vérité, avec Michel Foucault, donc je l'ai évoqué, sur comment cette compréhension à deux se passe et qu'est-ce qui permet que ce jeu puisse être une réussite ou pas. Voilà, parce qu'il s'agit d'un jeu, un jeu à deux. Parce que lorsque je parle, j'agis, en fait, j'agis sur l'interlocuteur, sur celui qui m'entend. Les actes de langage, c'est le titre de Quine, les actes du langage. Quand dire c'est faire, par exemple, et quand dire c'est vraiment faire de Barbara Cassin. Et donc tout cela, le langage comme jeu, cette notion de langage comme jeu chez Wittgenstein, donc nécessite la responsabilité des deux. Voilà. Une pensée non comprise, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un parle, je ne le comprends pas, cela ne veut pas forcément dire que ce que la personne dit n'a pas de sens, ou la personne n'avait pas bien dit. Ça peut vouloir dire aussi que moi, je ne suis pas capable de saisir le contexte et de saisir le message, de rentrer dans le sens, le vif du message qu'il m'adresse. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous promets de nous revoir la prochaine fois.